Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis comme toujours accompagné du charismatique Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Alors, donc je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, iTunes, PodCloud pour ne manquer Tu le fais au début maintenant. aucun épisode. Je vais le faire au début et entre chaque segment. Très pour bien. ne manquer aucun épisode et découvrir des surprises. Les gars, il faut que ça rentre. Hein, parce que... Ouais, des reviews de pay-per-view ou le fabuleux CDC Quiz Podcast Championship. Plein de petites surprises comme ça sur le YouTube. On a aussi une nouvelle émission qui a été chapeautée par Hank, l'homme aux 1000 idées, avec Ringside à ses côtés, qui s'appelle Talking Catch. Le premier épisode est paru sur YouTube, mais également sur le flux du podcast, donc vous l'avez peut-être déjà écouté. Où nos deux compères annoncent, divers news de la sphère catch dans son ensemble, hein, pas que la WWE, c'est ça qui peut être intéressant pour certains du coup. Voilà, donc tels les déboires juridiques de la TNA. Ou les déboires sentimentaux de Paige. Et voilà, c'est les deux principaux headlines du moment dans le monde du catch hors du ring. Bref, nous, avec Giscal, on vous parle de SmackDown. Voilà. On a la chance de parler SmackDown et pas d'Euro. Et justement, cette semaine, SmackDown avait lieu donc le 25 octobre 2016 à Green Bay, dans le Wisconsin. Exactement. Donc, au menu de cet épisode, la vipère se rebiffe, la championne enfin de retour après une opération de l'appendicite, un match de qualif impliquant des low-carders sous ecstasy, un match de championnat impliquant des cheerleaders, et un match de contender impliquant un homme sans menton. C'est pas mal ce petit menu. Bah écoute, ça me semble pas mal. C'est parrainé par l'ORTF. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu faisais un petit style ORTF. J'ai improvisé, je me suis des fois, j'ai des c'est pas mal, fulgurances c'est comme pas mal. ça. Peut-être à refaire, on verra. On verra. Donc on va commencer. Quand je vous dis la vipère se rebiffe, je parle évidemment de Randy Orton. Randy Orton donc en rivalité avec le gourou Bray Wyatt. Ce soir justement, Bray Wyatt avait un match l'opposant à Kane, puisque Kane n'arrête pas d'intervenir dans les matchs, dans cette rivalité entre la vipère et le gourou du Bayou. Je vous rappelle, la semaine dernière, il était sorti du cercueil avec lequel Bray Wyatt s'était rendu sur le ring. Oui. Bref, un match sans disqualification. Donc voilà, qui nous spoil un peu, j'imagine. On se dit, bon, ça va pas forcément se terminer de façon très clean, cette histoire. Alors, ça commence un peu mollement, forcément, que ces deux gabarits. J'ai noté, grosso modo, on a 5 minutes de gros coups de poing et de manchette à travers le ring. Vraiment, Bray Wyatt attrape une chaise, mais se fait expulser dans les escaliers par Kane. Et à ce moment-là, donc, Kane prépare la table des commentateurs. Et gros blackout, apparition de Luke Harper, donc sur la table des commentateurs, Oui. qui décroche donc la mâchoire du démon rouge d'une bonne patate. Mais Ken parvient malgré tout à reprendre un peu progressivement le contrôle du match, parce que Harper, il a intervenu, mais après il s'est un peu rangé gentiment aux abords du ring. Mais bon, voilà, il tente comme diverses interventions qui permettent donc à Wyatt de placer un gros slide slam là, qui renverse un peu la vapeur. Et dans une indécente provocation, je l'ai ainsi indiqué, mimant le signe de l'Undertaker, repris également par Ken, là où il se tranche la gorge avec le pouce, ça doit faire mal. Oui. Bray Wyatt ne parvient malheureusement pas à placer son sister Abigail, donc les deux opposants se retrouvent au sol, quand soudain, le theme song de Randy Orton s'enclenche dans l'arène. Randy Orton donc monte sur le ring, et au moment où on pense que Randy et Kane donc vont reprendre le dessus, les deux refont la même pose qu'ils ont fait la semaine dernière, Kane préparant son choc slam et Randy Orton faisant là sa petite mimique là de vipère prête à attaquer. Randy Orton se retourne face à Kane et place son RKO. Donc allonge Kane, donc à la surprise générale, y compris de Bray Wyatt et Luke Harper. Voilà, Luke Harper, la stupeur.
Ça rime. Moi, j'étais soufflé aussi. Voilà, on s'y attendait pas. Moi aussi, là, on a à peine de commencer, on a déjà des shocking moments. Donc Randy Orton s'en est pris à Kane et il repart donc dans les vestiaires. Un peu plus tard dans l'émission, c'est Charlie Caruso, j'imagine. Oui. La sémillante Charlie. Oui. Donc s'inquiéter un petit peu de qu'est-ce qui a motivé. Mais Randy Orton, qu'est-ce qui vous a motivé là? Vous êtes les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et là, expliquez-nous. Et là, Randy déclare, si je me souviens bien, grosso modo, si tu peux les vaincre, rejoins-les. C'est ça, exactement. You can beat them, join them. Voilà. Donc je me suis mis entre parenthèses, aller dire ça à Kevin Durant. Donc pour ceux qui suivent un peu sa meilleure imitation de Kevin Durant. Ouais, c'est ça. Et donc ceux qui suivent la NBA comprendront. On n'en saura pas plus sur cette histoire dans cet épisode de SmackDown, sauf si j'ai loupé quelque chose. Ça s'arrête là en effet. Ça s'arrête là. Donc quelle était la motivation de Randy Orton? D'après toi, Giscal, est-ce que c'était un coup d'un soir parce que Randy Orton est juste totalement schizo dans sa tête? Est-ce que c'est un mind game pour faire croire à Bray Wyatt qu'il a le contrôle sur Randy Orton? Ou est-ce que Randy Orton s'est vraiment fait retourner le cerveau, ou en tout cas est en train de céder peu à peu aux appels du gourou? Bah écoute, je sais pas encore. C'est justement ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, tu n'as pas la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. Si on me demande mon avis, ma conviction pour le moment, je pense que c'est du mind game. Je pense que Randy Orton tente un coup de poker ici pour justement pénétrer un peu l'intimité de Bray Wyatt et puis l'attaquer, finalement le mordre quand il s'y attendra pas. Pénétrer l'intimité de Bray Wyatt et le mordre quand il ne s'attend pas. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est une vipère, c'est pour ça je fais une sorte de métaphore un peu filée, tu vois. Mais oui, en fait, voilà, moi je pense que c'est ça. Je pense que ça va être peut-être une alliance temporaire de Randy Orton qui est quand même dépeint depuis le début de cette rivalité comme un personnage, presque autant machiavélique et réfléchi que Bray Wyatt. Il a pas hésité au début de la rivalité à finalement se prendre au jeu assez vite des mind games et à lui rendre l'appareil sur un petit peu toutes ces promos alambiqués, ces jeux de pistes, ces choses comme ça. Donc je trouve que ça collerait pas trop mal de le voir finalement tenter ce coup pour le trahir derrière, ce serait pas mal. Après, les deux pistes sont assez séduisantes. Un turn de Randy Orton, ça pourrait être assez rigolo de le voir dans une stable avec la Wyatt Family, pourquoi pas. Réussir là où Daniel Bryan a échoué. Ouais, par exemple. C'est vrai que ça avait moins bien fonctionné avec Daniel Bryan, donc pourquoi pas, ça pourrait être assez amusant, connaissant... en tout cas, le personnage de Randy Orton étant ce qu'il est à la WWE, ce serait vraiment très surprenant de le voir soudainement sous la coupe d'un mec comme ça, donc ça pourrait être assez rigolo. Oui, à part être sous la coupe de Triple H, Randy Orton est plutôt un solitaire instable. Ouais, je te rejoins sur cette première analyse qu'on peut faire. Là, je pense qu'effectivement, on a juste un énième mind game entre les deux opposants. Voilà. Au dépend de Kane, du coup, qui bouffe un RKO dans le process et qui perd contre Bray Wyatt. Oui, effectivement, parce que du coup, je ne l'ai pas noté, mais effectivement, victoire de Bray Wyatt, oui. Qui a pu disposer facilement du coup de Kane à la fin du match. Enfin gagner un match contre Kane. Il a fallu que Randy Orton place son RKO. On enchaîne avec les filles. Donc je vous ai annoncé que la championne était enfin de retour après une opération de l'appendicite. Ça, c'est moi qui l'ai inventé parce qu'on n'en sait pas plus. D'ailleurs, c'est Alexa Bliss qui est un peu curieuse puisqu'elle vient interrompre l'interview commencée entre donc Becky Lynch et Renee Young. Becky Lynch qui est revenue vraiment avec une grosse pop. Ouais, c'est plaisir. Donc Alexa Bliss vient donc interrompre rapidement l'interview menée par Renee Young. René, vas-y si tu barre-toi. Donc Alexa Bliss donc balance pas mal de punchline en disant une fois de plus le conte de princesse là est terminé. C'est un peu la métaphore. Elle aussi, elle aime filer les métaphores comme Giscal. Donc la semaine dernière c'était déjà un petit peu ça, l'histoire de fait est terminée, etc. Elle raconte que Becky Lynch est une escroc, con artist comme ils disent. Ouais, exactement. Alors elle a dit à un moment elle balance une punchline en disant que peut-être son
copain t'a viré, parce qu'il s'est enfin rendu compte qu'il sortait avec une loseuse, enfin un troll rouquin, je l'ai pas bien noté là. Hein. C'est ça, un troll rouquin, oui. Un troll rouquin, on est encore un peu dans cet univers fantasy. Alors là, tu vas peut-être me réussir à m'aider, mais Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire de Yellow Line ou Yellow Strap qui en plus va se matérialiser à la fin de cette séquence, on en parlera. Alors, en fait, c'est une façon de traiter quelqu'un de peureux en fait. C'est alors moi je connaissais le Yellow Stream down the leg. En fait c'est quand tu dis ça à quelqu'un, c'est une sorte d'image pour dire que tu te pisses dessus. Okay. Voilà, c'est le flux jaune qui descend le long de ta jambe. Mais en fait le fait de tracer une ligne jaune comme ça, yellow streak down your back, c'est en fait c'est une expression américaine ou anglaise, pour dire pour traiter quelqu'un de coward, de peureux, de froussard. Voilà. Ah, donc toi aussi apprends une expression idiomatique anglaise avec Giscard chaque semaine dans le supplément SmackDown. Voilà. Écoute, toi je ne la connaissais pas, j'en ai connais quelques-unes, mais alors celle-ci, alors du coup c'était très important parce que voilà, si tu ne comprends pas cette expression, bon j'imagine que tous nos amis américains l'ont bien comprise, oui. Tu passes complètement à côté de la fin de cette séquence qui voit donc bon alors voilà, il y a des échanges entre les deux, hein, c'est assez c'est plus ou moins intense. Alexa arrête pas de couper notamment Becky Lynch. En lui disant qu'elle n'a pas besoin du feu sacré là de Becky Lynch. Becky Lynch, elle raconte que voilà, elle s'est battue toute sa vie pour avoir ce championnat, elle va pas s'en débarrasser aussi facilement, il va falloir venir le chercher, donc elle essaie de remontrer ce côté un peu bagarreur qu'elle a toujours eu. Et Alexa Bliss donc finit par la couper en tentant de lui mettre une grosse patate dans la tronche. Becky Lynch réplique aussitôt, mais c'est quand même Alexa Bliss qui prend le dessus dans le beatdown qui s'ensuit. Et c'est à ce moment-là donc qu'elle va récupérer ce fameux spray de peinture là et qu'elle va peindre une ligne jaune le long de sur le dos. Matérialiser du coup. Voilà, matérialiser l'expression que vous a expliqué cordialement et gentiment l'ami Giscard. Hein. Voilà, c'était très cordial, j'ai fait avec plaisir. Sur le dos de la championne, donc qui reste inerte sur le ring. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette séquence. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils ont réussi à maintenir cette rivalité d'après toi, après voilà la petite absence de la championne? Ouais. Enfin, pour moi c'est nickel. Il y a rien à reprocher à ce segment. Ça me fait extrêmement plaisir de revoir Becky Lynch. D'ailleurs, manifestement, j'étais pas le seul. Comme tu as dit, à Green Bay, tout le monde était très content aussi de la revoir. Donc c'est vrai qu'elle a une sorte de charisme un peu naturel. Elle est vraiment adorable et enfin tu la vois, ça fait plaisir de la revoir. T'as envie de l'encourager, de cheer pour elle. Donc c'est cool. Elle a vraiment ce personnage finalement bien ancré de bagarreuse sympathique que tu as envie de supporter. Et puis en face d'elle, c'est Alexa Bliss. Je répète chaque semaine, mais je trouve que vraiment elle a une maîtrise parfaite de son personnage de heel détestable qui n'a vraiment aucune pour laquelle on ne peut vraiment avoir aucune sympathie. Elle semble égoïste, égocentrique, capricieuse. Et puis ces mimiques, ces mots qu'elle a avec sa bouche, son visage, quand elle insulte Becky Lynch, quand elle dit à Renee Young de se casser, tout ça. Enfin c'est super. Ouais, donc beaucoup de dédain à ce moment-là. Ouais, voilà, exactement. Beaucoup de dédain, beaucoup de morgue, beaucoup de sentiment de supériorité. Et je trouve que voilà, elles ont deux personnages qui sont bien dessinés, qui s'opposent bien. Leur promo fonctionne bien. Ça pète. Elles s'aiment pas, ça se voit. Et ça fait plaisir parce que ça c'est une vraie rivalité pour moi. C'est pas des trucs qui tournent autour des fringues ou des boyfriends ou comme à Raw où elles sont là en train de s'appeler Sweetheart, Sweetie, machin, à se dire qu'elles vont faire l'histoire et tout. Enfin voilà, là c'est une rivalité de catch. Elles s'aiment pas, elles se tapent dessus, elles expliquent pourquoi elles s'aiment pas, donc c'est cool. Puis voilà, bonne intensité, je suis content de revoir. Naomi, cette histoire a été soldée la semaine dernière, donc c'est dans la continuité logique. Alexa maintenant. C'est bien qu'effectivement Becky soit revenue assez rapidement.
parce qu'effectivement cette rivalité est bonne et ça aurait été dommage de Ouais, exactement. qu'elle se voilà, au bout d'un moment il aurait fallu faire autre chose, mais moi j'espère qu'elle va vraiment durer cette rivalité d'ailleurs, parce que pour moi on est vraiment qu'au début. J'espère aussi, Parce que je ça trouve reste que ça fonctionne bien. cette promo elle était bonne, mais je trouvais que au niveau timing par moment elle se coupait un peu trop, enfin il y avait c'était un peu, par moment, un peu difficile. Ok. Et Becky Lynch, j'aimerais qu'elle nous montre aussi qu'elle finisse par nous montrer, mais ça, je sais parce que je suis un peu impatient, sûrement, mais un autre visage que ce côté bagarreuse. Moi, je viens de la rue, voilà. Mais pour moi, c'est pour ça. Il faut vite Ok, qu'on il y a une fasse petite réserve. ce petite réserve, ouais. Mais je pense que le premier affrontement va se dérouler et si on peut continuer Ouais, j'ai vraiment hâte de ce pour que match. ça devienne plus viscéral entre les deux que ça ne l'est déjà. Mais bon, là, c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu. Alors, on enchaîne avec une autre division qui est la division donc par équipe de SmackDown. On a enfin des matchs de qualification pour les Survivor Series. On en avait parlé il y a la semaine dernière avec Giscal et Latrell. On était un peu déçus, surpris, enfin surpris je ne sais pas, mais déçus sûrement, que l'engagement, en tout cas le challenge lancé par Daniel Bryan et qu'on avait également lancé à nos copains de Catch Up Pro, auxquels ils ont répondu. Si vous voulez connaître leurs équipes, écoutez l'épisode d'Euro il y a 2 semaines. Toujours est-il que donc des matchs de qualif sont tenus pour donc décider quelles équipes vont représenter SmackDown au Survivor Series. Et donc c'est pour ce premier match de qualif, c'est The Ascension qui est opposé aux Hype Bros. Donc le match, voilà, c'est un match assez court mais assez intense malgré tout. Zack Ryder donc débute. Alors il se fait assez malmené par les deux Golgoth au début. Ouais. Le pauvre Ryder, mais c'est bien parce que ça permet de montrer The Ascension dans leur rôle de prédilection et qui sont vraiment ils sont solides, ils sont costauds, ils font pas dans la dentelle. Donc c'est bien. Pour moi, ils ont retrouvé la flamme, quoi. Ils s'assurent aussi que Mojo, qui est la grosse menace, on va dire, ne puisse entrer. Mais bon, l'ancien footballeur, je crois qu'il est ancien footballeur à la fac. Oui. Alors toujours complètement sous extasie, le mec, c'est pas possible. Bon, il parvient à faire le tag, à entrer, et là il déroule les gros coups dans la tronche, projection puissante, vas-y que je te balance dans tous les sens, les gros coups d'épaule. Voilà, effectivement, on sent le tackle, le mec qui a fait du foot. Ouais. Et donc voilà, les Eyebrows finissent par placer leur finish et à remporter la victoire, et donc sont les premiers à se qualifier pour les Survivor Series. Oui. Ouais, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content au niveau de notre défi? On n'avait pas mis The Ascension en 5e équipe là? Ça m'emmerde. En fait, je crois qu'on a mis les deux en fait. Il y a fait chier, putain. Ouais, bon, alors de ce côté-là, on n'est pas content. Parce qu'on a déjà perdu un spot. Mais non, sinon, oui, sinon, moi je suis content. Pas grand chose à dire sur le match classique de face contre heel de 4 minutes à peu près. Là, c'était très sympa à suivre. C'est le genre de match qui est vraiment à l'image de SmackDown. Je trouve ça représente bien SmackDown, ce genre de match. C'est facile à regarder, c'est bien écrit, c'est court mais c'est efficace. C'était du bon boulot des 4. Je trouve qu'en effet, tu as raison de souligner, The Ascension retrouvent un petit peu de leur flamme. Ils sont dans leur rôle. Et moi, je voudrais juste profiter de ce match pour tirer un petit coup de chapeau et souligner la prestation de Mojo Rawley, qui, mine de rien, je me foutais pas mal de sa gueule quand il est arrivé. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de me conquérir un peu, entre guillemets, parce que vraiment ça fonctionne de mieux en mieux auprès de moi, en tout cas, chaque semaine. Je trouve que son énergie est vraiment communicative, quoi. Et en fait, tu le vois, il est super hype, il stay hype, il le dit tout le temps. En fait, je trouve qu'il le transmet, ça, et voilà, j'aime de plus en plus le voir avec son équipe, avec Zack Ryder. Je trouve qu'ils sont de plus en plus sympas et agréables à regarder. Donc, ouais, d'ailleurs, dans l'avant-dernier Talking Smack, du coup, ils avaient vraiment fait une super prestation, les deux, ils étaient venus tous les deux, donc interviewés par Renee Young et Daniel Bryan, et Mojo avait d'ailleurs failli répéter le coup de Daniel Bryan, tellement il a d'énergie à revendre, il arrive en secours Daniel Bryan, ouais, je suis trop content, et Daniel Bryan lui fait, oui, attention, attention quand même, je peux pas retourner, voilà, trop, no physical, voilà. Non, mais voilà, pas de physique. Cool. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, moi c'est pareil, Mojo, oh là là, le mec, comment il est arrivé à NXT,
NXT, il avait eu un gros push comme les gros costauds en ont souvent. Et puis après, ils se sont rendus compte, j'imagine, vite de ses limites. Ouais. Ils l'ont mis avec Ryder, ce qui était peut-être la meilleure idée à faire, même si pour Ryder c'était pas forcément évident. On voyait ça dans les épisodes de Breaking Ground, hein, pour ceux qui ont suivi. Ils les ont mis en tag team tous les deux. Zack Ryder, il était à moitié content parce que ça voulait dire retourner à NXT. Enfin voilà, c'est le fameux c'est les montagnes russes, hein, pour Zack Ryder, la WWE. Un coup, il va se retrouver à faire jobber à NXT, et puis le lendemain, on lui dit, hey mec, tu vas être champion intercontinental à WrestleMania. Hein, et le lendemain, tu vas perdre le titre, et puis tu vas retourner faire du babysitting avec Mojo Rawley. Donc voilà. Donc là, ça marche, ouais. T'as raison, Mojo Rawley. Je pense aussi, il devient je sais pas si c'est pro, mais il comprend peut-être mieux comment ça se passe, toi aussi. Aussi. Calmer peut-être. Enfin voilà, il se contrôle mieux, si autant il peut se contrôler, je ne sais pas, mais. Et voilà, en tout cas, il canalise mieux son énergie débordante. Exactement. En tout cas, donc nos copains là des Eyebrows sont qualifiés. Voilà. Un autre match qui est important justement pour les Survivor Series, c'est ce soir, donc Natalya qui est opposée à Nikki Bella. Effectivement, hein, rappelez-vous, Natalya qui est un petit peu sans programme, donc là elle discute pas mal avec Daniel Bryan en ce moment, et backstage, voilà, elle est visible, c'est important au boulot d'être visible par les managers. Donc elle est un peu tourmentée, elle voit que l'attention est volée par Monday Night Raw. Alors, je sais pas trop où elle veut en venir, on va parler de Goldberg ou j'en sais rien, peu importe. Elle disait que Hell in a Cell va avoir un triple main event. Ah oui, voilà, c'est ça, voilà, effectivement. Donc du coup, ça va pas, il faut qu'on fasse mieux. Voilà, donc elle a une solution, hein, justement pour remettre le spotlight sur SmackDown, c'est tout simplement lui donner le Capitana, donc la nommée capitaine de l'équipe des filles de SmackDown. Donc Bryan a mieux, hein, visiblement, puisque dans le match de ce soir contre Nikki Bella, justement, la gagnante sera effectivement désignée capitaine de l'équipe, mais la perdante sera carrément totalement exclue de l'équipe. Donc c'est tout à gagner et tout à perdre ce soir entre les deux filles. Donc le match commence, hein, Natalya est très 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 motivée pendant ce match. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue aussi impliquée dans un match. Oui. D'ailleurs, elle aura franchement 80% du temps le dessus. Donc elle domine le début des hostilités, hein, la chaîne des gros coups, beaucoup de prises de soumission, hein, évidemment, spécialité canadienne. Elle travaille beaucoup le fameux coup opéré de Nikki. Hein. Oui, toujours. Oui. Donc c'est vraiment une grosse domination là de Natalya, on n'avait pas vu depuis très longtemps. Mais voilà, hein. Nikki parvient à un moment donné, au bout de 5 minutes où elle se fait malmener, elle parvient enfin à contrer. Elle place un Enzugiri Salvateur, mais ça va durer 1 minute, hein, puisque Natalya va reprendre encore un peu le dessus, mais ça ne dure pas longtemps, puisque Nikki une nouvelle fois parvient à contrer Natalya. Mais pas n'importe comment, puisqu'elle place un STF. Eh oui, un gros STF. Alors certains disent qu'elle le place mieux que John Cena. Calmons-nous, ne nous emballons pas. Voilà, on verra ce qu'en dira l'expert. Mais voilà, donc victoire de Nikki, hein, par prise de soumission, par soumission. Donc c'est de Nikki, pardon, qui donc sera donc capitaine de l'équipe de SmackDown, des filles de SmackDown. Malheureusement pour la belle jumelle, la célébration est de courte durée, puisque Carmella, et oui, avec elle en rivalité, vient évidemment l'agresser et lui place même un petit You Can See Me, hein, ça, voilà, pas piquer des verres, et c'est ainsi que se termine ce segment de la division féminine. Alors Giscal, John Cena n'était pas là ce soir, mais il l'était un petit peu, hein, finalement, par l'esprit et par le STF. Par le STF, ouais. Non, elle le porte pas mieux. Déjà, elle porte une version différente. Qui est plus appréciée des puristes, manifestement, puisque c'est vrai que sur Internet, les commentaires revenaient beaucoup sur le fait que Nikki Bella porte mieux le STF que John Cena. En fait, elle porte une version plus violente que John Cena utilise souvent dans les grandes occasions. En fait, c'est souvent John Cena, quand il porte son STF, il coince un peu la tête de son adversaire entre ses deux bras, un peu en V, alors que là, elle l'a vraiment étranglé Natalya avec un bras un peu comme une clé.
tout le temps se couchant sur son dos là. Et c'est souvent une version que Cena utilise dans les gros pay-per-view, dans des gros matchs, pour justement pour donner un peu une sorte de gradation dans la violence de sa prise de soumission. Et c'est pour ça que je considère pas qu'elle le porte mieux, c'est juste qu'elle a porté une version un peu plus costaud visuellement. Et probablement physiquement aussi, parce que je pense que ça fait beaucoup plus mal. Le niveau 3 du STF, quoi. C'est ça, voilà, elle a porté le gros STF. non, mais c'était sympa parce que ça fait écho à la feud en parallèle avec Carmella, parce qu'elles se sont un peu trashées. Carmella avait mis sous-entendu que Nikki Bella en était là beaucoup grâce à son boyfriend, à John Cena. Donc du coup, voilà, ça fait un petit clin d'œil à cette rivalité qui a été du coup ravivée sur la fin là avec l'intervention de Carmella, qui en a, elle, profité pour le coup, vu que c'était la soirée des vols de finisher, elle a placé du coup le Bella Buster, là, qui est le finish c'est plutôt le finish de Brie Bella, je crois, d'ailleurs. Oui, effectivement, mais alors attends, c'est pas la première fois qu'elle le fait, ça, on est pas d'accord. La première fois, non, parce que justement, c'est... Mais est-ce qu'elle le fait depuis le début de la rivalité, ou est-ce qu'elle Oui, elle le fait elle le fait sur Nikki Bella, elle s'en sert pas, elle s'en servait pas avant. Effectivement, là, il y a beaucoup de provocations, voilà, même in-ring, et ça, c'est vraiment, c'est un petit plus dans cette rivalité, quoi. Sinon, écoute, pour revenir au segment, moi, j'ai rien à reprocher aux trois filles. C'était très propre, le match était vraiment, j'ai été très agréablement surpris par ce match. Tu l'as dit, Natalia, ça fait plaisir de la revoir avec un peu de punch là dans ses matchs. C'était très bien. Je trouve que le match était très solide. L'intervention de Carmella était nickel pour prolonger la rivalité. Donc c'était très bien. Moi, j'ai un bémol, peut-être un peu tatillon, mais c'est sur le booking du match. En fait, je continue à m'acharner un peu sur Daniel Bryan semaine après semaine, mais je ne comprends pas en fait la logique. On pourra apprécier le fait qu'il s'occupe enfin de ces équipes de Survivor Series. Bon, ça vient malheureusement un peu des limites de la taille du roster de SmackDown, mais je comprends pas en fait pourquoi tu te priverais d'une des deux, puisque en fait c'est le booking qui veut ça. Il a dit écoute, tu veux être capitaine, Natalia, bah très bien, mais écoute, tu vas combattre contre Nikki pour le capitanat, et l'une des deux, du coup la perdante ne sera pas dans l'équipe. Je vois pas, vu l'état du roster des filles, comment est-ce que tu peux décemment te priver de Nikki Bella ou de Natalia, une vétérante confirmée, dans ton équipe des Survivor Series, dans une optique pour battre Raw. Je trouve ça un peu stupide. Bah ça, c'est le côté un petit peu humain, quasiment, qu'on donne un peu à Daniel Bryan, et qu'on lui reproche souvent quand il fait des décisions un peu qui ne sont pas de bon sens, parce qu'effectivement, comme tu le dis, alors après, de toute façon, il faut... Ils ont pris la voie des matchs de qualif. Des matchs de qualif. Donc ils sont coincés par ça, quoi. Sont coincés par ça. D'ailleurs, on n'a même pas fait le décompte, mais je ne sais pas à quel point on va pouvoir faire des matchs de qualif, vu que il y a 5 places, mais je crois pas qu'il y ait 10 filles. Non, ils pourront pas. Ils vont sûrement mettre la championne. Voilà. Oui. Mais alors quoi, ils vont juste mettre la first contender en se disant bon, allez, first contender, donc il n'y a pas de qualif. Donc il va y avoir quoi, 2-3 matchs de qualif? Il va vite se retrouver coincé par ce booking, en fait, d'un point de vue logique, on va dire. Mais tu sais, jusqu'à un truc qui serait sympa, justement. Là, bon, disons, effectivement, ça n'a pas trop de sens. Mais imagine, ça peut être l'occasion, justement, les semaines arrivent, et puis voilà, il fait sa team, Natalia n'est pas dedans, paf, il y a une cinquième, je sais pas, se blesse ou peu importe. Natalia vient le revoir en disant, ah bah tu vois, regarde, bah, là t'es comme un con, Daniel. Pourquoi pas? Donc t'es obligé de me prendre maintenant. Bon, toi ça peut être une ouverture aussi. Ça peut être une bonne ouverture pour du coup profiter du fait pour dire que voilà, Natalia est quand même importante et tout. Mais ça peut être une solution. Après, je suis d'accord avec toi. Après, c'est la logique des matchs de qualif, donc on peut pas lui reprocher si on s'arrête à juste cet épisode, je trouvais en fait dommage d'ajouter la stipulation de dire la perdante ne sera pas dans l'équipe. Enfin, soit c'est un match pour le capitanat, soit c'est un match pour être qualifié. Exactement. Mais c'est vrai, mettre les deux, ça faisait un peu... mettre les deux ensemble, ça fait bizarre parce que je vois pas l'intérêt en fait. On a l'impression qu'il en veut à Natalia quand il met cette stipulation. Je pense qu'il lui en veut cette histoire de compte Instagram de son chat la semaine dernière. Mais en soi, il n'y a pas beaucoup de raisons de lui en vouloir. Non, mais c'est Daniel Bryan. Daniel Bryan, il lui faut pas grand chose pour qu'il était un peu dans le collimateur, toi. Il y a ce côté-là toujours un petit peu en fond de quand Daniel Bryan n'est pas content, il aime pas un truc, voilà, ça prend vite le dessus. C'est quelque chose à explorer. Si Raphaël a du temps, il pourrait faire un papier dessus sur les cage catch. C'est le seul truc qui m'a un peu dérangé, associé au fait que du coup, c'est Nikki et Natalia qui se battent pour le capitanat, alors que du côté des tag teams, il a auto-propulsé les champions dans l'équipe.
Et il a rien dit pour, enfin Becky Lynch. Du coup, on pourrait supposer qu'elle va être capitaine des filles, mais manifestement non, il préfère faire un match pour le capitana. Ouais, Voilà, mais ce sorte ça, de c'est. petite inconsistance Ça, je suis qui m'a d'accord. dérangé. Pourquoi Nikki Bella enfin, pourquoi il y a Ouais, eu ce match pourquoi? de capitana entre les deux, alors qu'effectivement, il y a une championne et que. Mais bon. Bon, Après, chipote, c'est vrai que ouais, c'est bien de voir des matchs de qualif. Ça, au moins, ça donne ouais, de la ouais. consistance à la mid-card dans le show. Bah justement, hein, tu parlais comment dire, d'autres capitanas. En tout cas, c'est la division. On va parler de la division tag team. On enchaîne avec la division tag team, mélangée toujours C'est ça. à la title picture du titre intercontinental. Donc on commence avec une promo du Miz, hein, le Miz accompagné de Maryse. Alors Maryse habillée tout en noir et blanc, enfin, c'est assez étrange. Ils ont vraiment un nouveau look, hein. C'est Ouais. plus sobre, on sent que l'ambiance est lourde au sein du Oui. couple, non pas entre eux, mais par rapport à cette histoire de titres perdus, hein, puisqu'ils sont en deuil, Ils sont toujours en deuil. toujours en deuil par rapport au titre intercontinental qui a été donc regagné par l'ami Ziggler. Donc ils sont également escortés par le Spirit Squad, hein, qui est devenu la garde personnelle du couple princier. Qui lui ont d'ailleurs concocté un petit team, hein, ils font le petit team en l'honneur du Miz. Donc ce sont des jours sombres, nous annonce le Miz. Voilà, c'est le. Vous vous souvenez, c'était le Intercontinental Tour, voilà, que le Miz faisait quand il était champion. Bah là maintenant, voilà, c'est la tournée, mais la tournée le Burial Tour, donc la tournée de l'enterrement. Voilà, ça fait 16 jours sans le Miz champion, donc 16 jours que le titre intercontinental est sali. Il se souvient de Pat Patterson, le premier champion intercontinental. Donc on va pleurer à Montréal en voyant ce triste spectacle, puisque les Survivor Series auront lieu à Montréal ou à Toronto. À Toronto. Oui, bon, on va dire que pour nous c'est pareil. C'est pas pareil pour eux. Hein. Non, comment ça, c'est pas le Toronto Screwjob? Bref, intervention de Ziggler, hein, qui pouvait pas rester là, qui lui est désolé, hein, pour le public qui a dû se taper le Miz pendant 6 mois en tant que champion. Et qui donc propose de faire un match intercontinental là ici maintenant, donc le rematch, hein, qui propose au Miz de faire le rematch. Miz se défile, hein, évidemment, et propose à la place d'affronter ses sbires. S'il veut vraiment de la baston, bah voilà, hein, il y a deux types là qui veulent bien se mettre sur la tronche en parlant de la Spirit Squad. Évidemment, à ce moment-là, intervention de Rhino et Slater, hein, les chevaliers roux de SmackDown, qui viennent donc aider Ziggler. Miz, donc voilà, Slater s'en prend au Miz. Ouais, il n'a pas toute la verve du Miz, évidemment, hein, et le Miz lui dit que voilà, ils sont une blague. C'est un peu la honte d'avoir Slater et Rhino en champion par équipe. Du coup, bah, plutôt qu'un match de championnat du titre intercontinental, il propose un match de championnat pour le titre tag team. Puisque Slater disait bah t'es un peu heureux de pas vouloir te battre, de mettre ton titre en jeu, et Miz lui retourne un peu l'appareil en lui disant bah écoute, si t'es si courageux que ça, bah remets ton titre en jeu face à mes deux copains. Alors à ce moment-là, Slater il est un peu pris à son propre jeu, hein. Oui. Il tente un peu de se défiler, et là il y a Rhino qui attrape le micro et qui dit jamais rien, et qui dit you run, enfin, qui accepte le challenge, et donc sans s'être concerté avec son compagnon. Et donc on a un match donc de championnat, hein, entre Slater et Rhino et le Spirit Squad. Donc bah on a un peu le même, c'est un peu le même pattern que le match avec Zack Ryder et Mojo, c'est-à-dire que Slater joue le rôle du face qui se fait malmener par les deux zigotos en face, qui enchaînent les gros mouvements acrobatiques. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est ils ont quelques moves vraiment inspirés de cheerleader, quoi, où ils se propulsent comme ça. C'est vrai, oui, ils ont un moveset. Ils font des envolées qu'on pourrait voir pendant les entr'actes de matchs de Super Bowl, hein. Le public réclame Rhino, évidemment, en chantant Ici Dub, Rhino, hein, pour que le monstre, le monstre, c'est plus une espèce de boule. Il est tellement bizarre, sa morphologie est tellement étrange. Donc Rhino finit par rentrer, hein, il obtient le tag. Ringside, donc on a ça fait bizarre, j'écris ringside, j'écris ringside, hein, que notre animateur préféré
Bref, donc ringside, on a Ziggler et Miz qui se chamaillent. Et à ce moment-là, donc Miz se prend un Kenny sur la caboche, hein, qui lui a tiré dessus. Ça fait jamais du bien. Ça fait jamais du bien. Donc Rhino en profite un peu de toute cette distraction pour placer son gore bien vicieux et surtout bien victorieux, puisque voilà, ça donne le tombé. 1, 2, 3, Slater et Rhino conservent le titre dans un petit match, voilà, bien solide et bien divertissant, hein, qui est effectivement assez proche de ce qu'on a vu quelques minutes auparavant. Et donc, du coup, ils seront toujours alignés pour, en tout cas, cette tactique, de fait. Slater et Rhino sont toujours champions et donc sont toujours alignés pour être au Survivor Series, hein, pour la tag team, Survivor Series des tag teams pour représenter SmackDown. Oui, absolument. Si je dis pas de bêtises, hein, je ne sais plus si ça avait été annoncé, expliqué ça. C'est ça, oui, c'est un peu étrange. C'est vrai que c'est pas géré de la même façon. Non, Daniel Bryan avait dit que voilà, les champions par équipe seraient dans l'équipe quoi qu'il arrive, mais bon encore faut-il arriver champion au Survivor Series, quoi. Exactement. Donc là c'est différent en effet, c'est les champions ils seront. Voilà, après on dit pas qui, mais les champions ils seront. Donc voilà. Donc du coup ça de fait il n'y aura pas de match pour le titre de tag team à Survivor. Voilà, c'est ce que ça sous-entend. Qu'est-ce qu'il en a pensé, la musicienne ? Eh ben, il en a pensé que du bien, encore une fois. Je veux surprendre personne. Non, mais en fait, c'est bien. J'aime bien cette feu de croisée avec le titre intercontinental parce que ça permet toujours d'entremêler un peu les choses et de prolonger la feud pour le titre intercontinental sans proposer des oppositions directes, parce qu'ils sortent quand même d'une rivalité ultra intense, peut-être une des meilleures de cette année, avec finalement 3 matchs coup sur coup qui avaient été assez dingues en 1 contre 1. Donc il fallait sortir un peu de cette dynamique-là. Donc c'est plutôt bien joué, voilà, d'amener le Spirit Squad là-dedans, puis ensuite d'amener les champions pour faire une opposition un peu plus équilibrée. J'ai beaucoup aimé la promo. J'ai trouvé que le Miz avait encore été très bon en se cachant derrière Maryse et en jouant avec le cerveau des benets un peu Slater et Rhino. Voilà, ils disent ouais, t'as peur quoi ? Vous êtes champion et vous avez peur de cheerleader mâle comme ça. Et donc du coup ils s'énervent, ils acceptent. C'était bien joué, c'était bien exécuté, c'était pas trop long. Je trouvais que c'était bien, et le match j'ai trouvé super fun. Ils ont parfaitement exploité le rôle des managers autour et beaucoup de tactiques de heal du Spirit Squad avec des petits tombés qui étaient quand même assez sympas. Donc bon boulot de tout le monde, ça continue à bien rouler, ça prolonge l'histoire, voilà. Ouais, ça prolonge parce que comme tu le dis là, ça va être le temps est assez long il avant reste 3 semaines, hein. Mais oui, mais regarde, il reste 3 semaines avant les Survivors, mais qu'est-ce qui va se passer au Survivor ? Quels titres vont être mis en jeu ? Visiblement pas les titres tag team. Non. Le titre intercontinental, rien n'a été officialisé, hein, il me semble, à l'heure actuelle. Non, pour l'instant il y a rien. Ils sont donc, pas. seront-ils impliqués dans l'équipe masculine ? Le Miz a bien appuyé sur le fait qu'il savait qu'il avait son rematch, pas besoin de Ziggler pour lui rappeler ou pour lui proposer. Il savait qu'il avait son rematch, donc quand est-ce que ce sera peut-être au Survivor Series, ils seront pas dans l'équipe à ce moment-là. À voir. Bon, en tout cas, on a eu notre défense de titre, hein, que tu avais prédite la semaine dernière. Oui, hein, c'était les Rhino allaient défendre leur titre contre le Spirit Squad et probablement ou peut-être encore d'autres tag team un peu de cette envergure. Hein, exactement, je pense qu'on est parti dans ce cycle-là. Des défenses de titre en show télévisé. Voilà ce qu'il faut pour cette et Rhino parce que tant que ça fonctionne, ça marche plutôt bien, c'est solide. Alors. Le gros morceau arrive, un gros morceau très très solide, puisque c'est un main event pour un match qui aura duré 20 minutes, puisqu'il s'agit donc du match qui opposait ce soir Dean Ambrose à AJ Styles, avec comme enjeu nul autre que retrouver la place de first contender, tant désiré par Ambrose. À ses yeux, il est le seul légitime à cette place, mais il faut encore le prouver dans un match officiel. C'est ce qu'il va y avoir ce soir. Alors on a eu plusieurs séquences backstage qui ont rythmé cet épisode de SmackDown, mettant en scène à la fois Dean Ambrose et évidemment le champion AJ Styles, mais également James Ellsworth, l'homme sans menton, qui avait donc battu par 2 fois AJ Styles. D'ailleurs la semaine dernière j'avais oublié d'en parler, mais peut-être
c'était inconsciemment, je voulais pas te faire mal, Giscal, mais Dean Ambrose avait notamment rappelé que James Ellsworth avait battu plus de fois AJ Styles que ne l'avait fait John Cena. Ouais. Je m'avais épargné la semaine dernière, mais ils ont dû le remettre dans leur package. Je m'en suis souvenu, je suis dit, tiens, allez. Tiens, allez, hop. C'est gratuit. Donc voilà, plusieurs séquences. James Ellsworth donc passe son temps donc en fait à remercier Dean Ambrose en fait, c'est grâce à lui, grâce à Dean Ambrose, que James Ellsworth a pu en arriver là, d'avoir eu ces opportunités-là. Donc, il veut être aux côtés de Dean Ambrose pour un peu lui rendre l'appareil, donc être à ses côtés, donc ringside. Mais Dean Ambrose est pas très très emballé. Il lui propose plutôt de se retrouver un peu plus tard, après le show, quoi, à la buvette, quoi, limite. Voilà, James Ellsworth, c'est un peu triste. Quoi d'autre, rien de très intéressant, si ce n'est qu'ils finissent par se retrouver une fois de plus, et Dean Ambrose finira par craquer, lui dire ok, mais fais attention à toi, Donc James Ellsworth est donc présent ce soir aux abords du ring. Donc Dean Ambrose versus AJ Styles pour une place de first contender dans le main event de SmackDown. Donc Dean Ambrose est surmotivé autant que Natalya, puisque carrément il prend le lead, le dessus dès le début du match. Il veut rapidement en finir. En tout cas, il veut carrément ne pas perdre de temps. Donc il s'en prend à AJ Styles, évidemment. Donc James Ellsworth, comme je vous l'ai dit, est aux abords du ring. Et donc à un moment donné, évidemment, AJ Styles, ça l'énerve, et il s'en prend donc à James Ellsworth. Dean Ambrose donc vient s'inquiéter un petit peu de la santé du petit bonhomme, ce qui permet donc à AJ Styles à ce moment-là de reprendre l'avantage. Alors on a un enchaînement de contres sur les prises de soumission assez dingue. Ce match était d'une qualité technique assez forte pour un weekly. Donc ça continue dans les cordes. AJ Styles place une souplesse là bien vicieuse sur le bord du ring. En fait, on a Dean Ambrose qui est dans le ring, AJ Styles qui est hors du ring. Dean Ambrose qui repasse par-dessus la corde. Et à ce moment, AJ Styles en fait fait une souplesse et le lâche en même temps sur la bord du ring, donc sur le coin, tablier du ring. C'est impressionnant, assez violent. Donc Dean Ambrose est complètement sonné. S'ensuit un échange assez intense de coups de poing et d'avant-bras au milieu du ring. On essaye de remettre l'église au milieu du village. Fallait la placer. Neckbreaker de Dean Ambrose, enfin une espèce de swinging neckbreaker de Dean Ambrose pour le compte de 2. Alors là, mes aïeux, un magnifique springboard suivi d'un inverted DDT de AJ Styles pour le compte de 2 à son tour. Là, c'est pareil, alors magnifique. Il fait un springboard et incroyable. Enfin, il faut avoir une confiance aveugle en son partenaire. Tentative, à ce moment-là, il veut capitaliser, le champion. Donc, tentative il se prépare à positionner, le Styles Clash, mais c'est contré en clothesline. Alors évidemment, t'as Moro qui dit à JBL, JBL, vous y connaissez vous en clothesline, et clothesline. À chaque semaine ils nous font le coup. JBL dit oui, je m'y connais. Celle-ci, oui, ça, je sais faire ça. Celle-ci, elle est vraiment très forte. Même moi, toi, sous-entendu, même moi, j'en portais pas d'aussi balèze et tout. Bon, on a l'habitude. Donc, les deux hommes, à ce moment-là, on est dans le match est déjà bien entamé. On est aux 2 tiers à peu près. Les deux hommes sont donc au milieu du ring. Ils sont épuisés. Tentative. AJ Styles place le Calf Crusher. Merci Giscal de m'avoir rappelé le nom de cette prise avant le début du podcast. Et là, donc Dean Ambrose nous refait ce que j'avais adoré, qu'il avait déjà fait dans un de leurs affrontements. Quand il est pris dans cette prise de soumission, il prend la tête de AJ Styles et il lui explose carrément la tête contre le sol, façon Walking Dead. No spoil. Voilà, mais le champ donc renforce sa prise. Il dit oh là là, attends, si tu m'éclates la tête comme ça, moi je vais te montrer comment on porte une prise de soumission. Mais Dean Ambrose parvient tout de même à s'échapper. Donc là, on est vraiment, il doit y avoir 15 minutes déjà là de match, facile, si ce n'est plus. C'est très très intense. Il y a des gros enchaînements. Et alors là, à ce moment-là, AJ Styles revient aux affaires concernant James Ellsworth. Et alors, il le nettoie, James Ellsworth, à bord du ring d'un énorme coup de pied sauté, quoi.
James Ellsworth qui a envoyé valdinguer 10 mètres plus loin. Il revient sur le ring, il passe son pelé kick sur Dean Ambrose. Dean Ambrose donc finit hors du ring à ce moment-là, et AJ Styles également. Je ne sais plus comment, les deux se retrouvent hors du ring. Et là donc James Ellsworth donc qui s'est pris cet énorme coup, est visiblement très énervé. Il voit face à lui AJ Styles, il se rappelle tous les mauvais moments ce qui repasse devant ses yeux. Il file dans sa tête. Ouais. Il file dans sa tête, comme il avait été d'abord pris sous son aile, puis moqué, puis ridiculisé, puis frappé par AJ Styles. Donc tout lui revient, et donc là il place son No Chin Music, son désormais célèbre No Chin Music, et malheureusement sous les yeux de absolument tout le monde, le public, l'arbitre, Dean Ambrose, tout le monde l'a vu. Donc disqualification de Dean Ambrose évidemment, puisque cette intervention était en sa faveur, aux yeux de l'arbitre évidemment, aux yeux du règlement. Et donc victoire de AJ Styles. Dean Ambrose en tout cas ne remporte pas ce statut de first contender, puisqu'il ne remporte pas le match de façon clean. Il est visiblement très énervé. James Ellsworth est en pleurs. Il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Catastrophe. C'est une catastrophe. Il vient de trahir la confiance que lui avait accordé peut-être le seul ami qu'il avait. Probablement. Et le dernier. Le dernier. Il y en a plus maintenant, je pense. Voilà. Ça en est peut-être fini des t-shirts, des ventes de t-shirts qui étaient effectivement, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, top trending worldwide. Le t-shirt dégueulasse de James Ellsworth. Ceci dit, ils vont peut-être nous en préparer un autre. On va voir James Ellsworth en train de pleurer. Voilà. Donc ressortez vos $25, les amis smart. Mais voilà, Dean Ambrose a un peu goûté à sa propre médecine, puisque il était bien content de s'amuser un petit peu également avec James Ellsworth en le mettant dans les pattes de AJ Styles. Et ce soir, c'est lui qui l'avait dans les pattes, et ça lui a coûté son match de first contender. Tout reste à jouer, finalement. Qui pourrait être first contender? Est-ce qu'on va continuer là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va avoir un match James Ellsworth versus Dean Ambrose? Qui sait? On ne sait pas. On ne sait plus. Giscal, qu'est-ce qui se passe? Plein de choses, il se passe plein de choses, c'est super. Enfin, franchement, voilà, les mauvaises langues qui disaient qu'on allait encore avoir un match avec James Ellsworth, patati, patata. En main event. Oui, non, voilà, ça semblait quand même évident que il avait fait ces deux matchs déjà, c'était incroyable pour lui, c'est fini. Il continue à rester à l'écran de manière du coup plus discrète, c'était bien joué. Et puis qui va être first contender maintenant, je sais pas. D'ailleurs au niveau du first contender, c'est mon seul bémol sur ce match, même si ça lui donne une fois de plus une raison d'être à ce match. J'ai été encore, je vais continuer à taper sur la même personne, mais c'est parce que c'est Daniel Bryan qui a. Oh là là. Alors, est-ce que tu es en train de spoiler ton flop là, je pense? Non, mais peut-être, je sais pas, mais non, mais il continue à booker des choses où je comprends pas pourquoi. En quel honneur Dean Ambrose a gagné le droit d'être dans un match pour le First Contendership contre AJ Styles après l'avoir humilié semaine après semaine, lui avoir cassé les couilles à pourrir ses matchs avec James Ellsworth et AJ Styles qui venait constamment voir Daniel Bryan en lui disant non mais attends, regarde ce qui se passe. Ton champion se fait ridiculiser, tu bookes des matchs avec James Ellsworth pour gagner la ceinture de ton show, c'est n'importe quoi, et je veux Dean Ambrose, je veux me venger de Dean Ambrose, et là on ajoute une stipulation en faveur de Dean Ambrose, ce que je trouve scandaleux du coup, vu la façon dans laquelle c'est raconté, mais bon, voilà, c'est toujours l'écueil des figures d'autorité babyface, donc c'est un peu le souci, mais bon, c'est mon seul grief. Après, le match était génial, franchement tu l'as dit, et même si ton compte rendu lui rend un bien bel hommage, tu as été assez exhaustif dans toutes les prises qu'il y a pu avoir. J'implore nos auditeurs de vraiment aller regarder ce match, c'était top. Il y avait
plein de spots, plein de contres. Bah, disons que j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de play-by-play parce que ça nous bouffe beaucoup de temps et après, si vous faire des podcasts de 2 heures, vous allez nous engueuler sur YouTube. Mais là, voilà, c'est comme un main event de 20 minutes, un match franchement, pas indigne d'être dans un pay-per-view. Oui, un pay-per-view n'aurait pas renié ce match. Non, donc voilà, et effectivement, il y avait quand même des enchaînements à couper le souffle, même si certains on les a, on en a déjà vu certains, mais là c'était propre. Il y a toujours quand même des petites variations où on retrouve des choses qu'on aime, et en fait c'est vraiment ce genre de match-là où moi je vois le Dean Ambrose que j'arrive à apprécier, quoi, que j'arrive à apprécier dans le ring, même s'il a encore ces 2-3 prises comme quand il revient dans les cordes là, mais ça bon c'est signature move. C'est son signature move, ça. On pourra pas, il faut en faire, il faut faire avec. Moi j'ai fait le deuil de gueuler là-dessus. Je souffle toujours un petit peu, surtout quand il en fait 2-3 dans le match. Mais voilà, quand il amène cette brutalité, qui peut avoir cette folie, souvent ça prend du temps en fait à avoir, même si là il est rentré dans le match très rapidement. Mais voilà, dans des gros matchs comme ça, on obtient peut-être le meilleur de Dean Ambrose qu'on peut avoir à l'heure actuelle à la WWE. Et puis c'est souvent contre AJ Styles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il a cette faculté, je pense vraiment, de tirer le meilleur de ses adversaires. Il est quand même exceptionnel. Je ne sais pas s'il a déjà fait un mauvais match depuis qu'il est arrivé. Franchement, c'est extra. C'est vraiment exceptionnel. Et ce qu'il fait, il y avait encore des spots. C'est bien parce que il illustre la réputation qu'il avait en arrivant, que tout le monde lui connaissait, mais dont on n'était pas forcément témoin, parce qu'on ne suivait pas forcément sa carrière à la TNA ou à la New Japan. Moi, c'est pareil. Enfin, je connaissais sa réputation, mais j'avais jamais vraiment vu énormément de matchs de lui. Et là, de le voir dans le cas de la WWE, ce qu'il arrive à faire, effectivement, tu sens que le mec, juste, il arrive à faire sortir le meilleur de ses adversaires. Vraiment un génie du catch dans le ring. Il arrive à sortir vraiment la quintessence de chaque adversaire. C'est vraiment très fort. Mais le match, allez le voir, il était top. Et le booking, moi je suis très content de l'écriture. Encore une fois, le soin apporté à AJ Styles, puisque certains auront râlé les 2 dernières semaines, même si moi je trouve que c'était vraiment inoffensif ces matchs contre James Ellsworth. Mais là, on conserve toujours la même ligne éditoriale, entre guillemets, ce que je voulais dire, mais enfin c'est pas vraiment ça, mais le même souci d'afficher quand même un champion très fort, puisque il faut se souvenir quand même que ce match, c'est AJ Styles qui l'a demandé. Ça, c'est quand même rare. Tout comme il s'était réjoui d'avoir un triple threat contre Cena et c'est rare, Ambrose. Mais pas de la part de AJ Styles. Pas de la part de AJ Styles. Il est consistant, il est fidèle à lui-même. Il avait dit la semaine dernière que si Dean Ambrose lui pétait les couilles, il allait prendre les choses en main et le dépecer dans le ring, machin et tout. Il a demandé le match. Il a sorti un match de malade. Il est sorti finalement victorieux sans avoir fait aucun mouvement illégaux ou truc de heel. Faut quand même, la disqualification vient purement du pétage de câble de James Ellsworth. Donc ça, c'est quand même important aussi dans la victoire de AJ Styles, qui a été très très fort de bout en bout et a été très proche de soumettre Dean Ambrose. Moi, j'ai vraiment cru que Dean Ambrose allait taper quand AJ Styles avait resserré la prise une deuxième fois. C'était un bon moment dans le match, j'ai trouvé. Donc voilà, très très bonne écriture autour de AJ Styles, et le finish avec James Ellsworth amène, je pense, du coup d'autres rebondissements. J'ai trouvé ça très drôle et plutôt bien joué. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont en boutique, en magasin pour la semaine prochaine. Donc super, parce que c'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown. Donc effectivement, c'est ce gros main event. Alors du coup, le fameux mot de la fin pour cet épisode de SmackDown. Oui. Donc ton top, ton flop et ta note, Giscal. Mon top, quasiment tout était top. Donc je vais juste sortir un petit truc qui m'a beaucoup surpris en bien dans ce match, dans ce SmackDown, c'était Mojo Rawley. On en a déjà parlé, mais il gagne mon top cette semaine. Il gagne mon top parce qu'il a aussi gagné ma sympathie sur cette émission définitive. Je pense que vraiment, j'adhère à son personnage et je trouve que cette semaine, il a été vraiment excellent. Donc mon top pour Mojo Rawley.
Et mon flop, il y en a pas beaucoup. Je vais pas Daniel Bryan, je le mets souvent dedans, donc je vais pas le mettre. Je vais mettre un léger flop pour le match d'ouverture entre Kane et Wyatt. J'étais un peu déçu de la non-utilisation en fait de la stipulation, parce qu'il faut rappeler que c'était un match no disqualification. Et j'ai trouvé que finalement la stipulation avait été très mal utilisé par rapport au bon match qu'ils avaient fait. C'était à Backlash. Oui, à Backlash. Je trouvais qu'ils avaient fait un bon match tous les deux, très violent. Là, c'était très mollasson. Harper, il dansait autour du ring, mais il faisait rien alors que c'était un match no DQ. Donc, je trouvais ça bof. Voilà. Et ma note, je vais mettre 4,25 parce que j'ai trouvé que c'était un excellent SmackDown. Voilà, SmackDown continue. Il n'y avait rien acheté dans ce SmackDown. Un excellent Gome Show pour Hell in a Cell. Oups, ouais, non, ouais. attendez, pardon. Non. Non, mais voilà, super SmackDown. Tous les segments ont un but, ont un sens. C'est juste facile à regarder, en fait. Quand je suis devant SmackDown. C'est quelque chose qui revient souvent. On dit de SmackDown que c'est facile à regarder. En fait, c'est vrai que ça s'enchaîne super bien. Ça s'enchaîne super bien. Tout est intéressant, quasiment. Et puis, tu sors de l'émission, tout a avancé et t'as presque l'impression que c'était trop court. Donc, c'est super, c'est bien. Voilà. Oui, parce que tout le monde n'est pas là chaque semaine. On met de côté Naomi, le Baron. On n'a pas vu le Baron, alors que le Baron. On n'a pas vu le Baron, on n'a pas vu Naomi, on n'a pas vu certaines équipes. Donc c'est bien, c'est bien. Alors donc à mon tour mon top. Alors c'est pareil, moi j'ai mis beaucoup de slash dans mon top parce que j'en avais plein. Et j'hésite un petit peu. Allez, je vais. Écoute, juste pour faire effet miroir avec toi, mon top ça va être pour The Ascension en fait. Pourquoi pas. Parce que j'ai beaucoup aimé que. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, peut-être même plusieurs mois, je leur avais reproché de pas avoir saisi l'opportunité qui leur avait été donnée de faire bonne impression parce que c'était tout au début c'était peu de temps après le brand split. Ouais. C'était, je pense, peut-être pour les qualifs pour le match pour le titre ou un peu plus tard, je ne sais plus. De champion, ou je ne sais plus. Ou alors c'était peut-être leur match parce qu'ils ont un title shot, peu importe. Ils n'avaient pas été dedans. Et là, ils ont été dedans, j'ai trouvé. Ils ont déroulé. Ils ont montré, ils se sont positionnés, en montrant qu'ils étaient les deux gros costauds et voilà et ça en face justement l'équipe d'Hype Bros avec ce mojo là plein d'énergie et qui arrive à toucher le cœur de Juscal. Moi j'aimais The Ascension, mais j'avais vraiment plein d'autres choses à mettre derrière. Voilà, j'ai beaucoup hésité, mais voilà. Mais c'est bien de mettre un peu les tops comme ça sur la low card, voilà, parce que le reste parle un peu de lui-même quoi finalement. Ouais. Et en flop, là par contre, en flop pareil, je suis un peu emmerdé, c'est un peu voilà. Moi je vais mettre Becky Lynch ou en tout cas la promo, ouais. Ah ouais, t'étais pas dedans toi. J'étais pas dedans, ouais. J'étais pas dedans parce que je trouvais qu'elles se coupaient trop les unes les autres. Okay. En plus cette histoire de ligne jaune, j'ai tellement pas compris que j'ai pas trop embarqué. Faut qu'elles prennent qu'elles prennent un peu leur temps. Là, je trouve qu'elles étaient un peu trop pressées de se remettre en selle. Et voilà, je vois ce que tu veux dire. Je veux que Becky Lynch, j'en attends un petit peu plus de Becky Lynch que son son esprit combatif. Celle-là, j'en doute pas une seconde. Parce que Alexa Bliss arrive à me surprendre encore, même si je suis pas du tout dupe sur ses qualités. Mais Becky Lynch un peu moins, toi. Elle a mis tellement de temps à arriver là que là, faut qu'elle monte un tout petit peu de niveau. Mais ça viendra avec la rivalité qui fait que commencer. Ma note, je vais mettre 4. Je vais mettre 4 parce que c'était vraiment un super SmackDown. Voilà, comme tu dis, on en a parlé de tous les points positifs, c'est de tous les refaire. Ouais. C'est tout. on a fait le tour. Voilà, merci beaucoup, Giscal. Ta écoute, c'est toujours un plaisir, merci à toi. Donc, je vous invite tous donc à vous abonner comme d'habitude, YouTube, PodCloud et iTunes pour retrouver donc chaque semaine la review de Raw, la review de SmackDown, la review des pay-per-view. Parfois quelques surprises, peut-être un nouvel épisode de Talking Catch, ça voilà, c'est pas entre nos mains, sans main des deux autres zigotos. Je vous invite également à aller faire vos pronos sur les cahiers du catch pour Hell in a Cell. Allez également faire vos pronos sur Feud of the Year,
pour également Hell in a Cell, hein, pour aller déloger Giscal du haut du classement. Ça va être dur, les gars. Ça va être dur. Je ne sais pas si le gauchomètre sera toujours en ligne à l'heure où je vous parle, mais voilà, sinon pour aller toujours donc donner votre avis sur le build et le booking de Hell in a Cell sur lescahiers-du-cash.com toujours. Et puis en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SmackDown et donc du supplément SmackDown. Et je vous souhaite à tous un bon week-end de catch, une bonne semaine de catch et à la prochaine. Salut à tous. Salut tout le monde. Calf, c'est la cuisse en fait. Enfin, La attends. cuisse. Le cuisseau. C'est la cuisse ou le mollet? Non, c'est la cuisse.